donc Patrick Lebert, qui nous fait cette gentillesse de nous faire le fil rouge. Donc, comprendre que si on veut bien comprendre notre vie, il faut bien comprendre notre première mort. Et puis, quand nous arrivons à la vie ici terrestre, s'il vous plaît, voilà, à la vie terrestre, et puis après, qu'est-ce qu'on est venu faire réellement sur cette planète? Quel est notre vrai chemin de vie? Voilà. Et comment, pour ceux qui se posent plein de questions au niveau de leur mental, mais qui n'arrivent pas à s'ancrer pour essayer de trouver des solutions beaucoup plus intérieures, est-ce que voilà, vous aurez des réponses demain? Ben, si vous n'êtes pas là, vous n'en aurez pas. Donc, de la préconception à la naissance naturelle, la voie de passeur d'âme dans l'aide à la naissance, au bien-être et à la connaissance au coma et au décès, témoignage de 17 ans d'accompagnement spirituel par la voie ancestrale ésotérique de passeur d'âme et ces temps initiatiques de passage. Très important, belle conférence à vous tous et toutes. Et à tout à l'heure. Bien, merci Sylvie. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, en fait, je vais décrire un parcours qui est le mien depuis 17 ans, mais qui est en même temps la suite de ce qui s'est pratiqué il y a très longtemps, à la fois lors de la 18e dynastie égyptienne, l'école des Pythagoriciens il y a 25 siècles, et puis ce qui s'est passé chez les Nazoréens mandéens il y a 2000 ans autour de Jean-Baptiste. Alors quand je vais décrire cette conférence, comme hier, pareil, je vais vous demander de ne pas y croire, de prendre ce qui résonne évidemment, parce que je vais évoquer des témoignages. On va parler d'un sujet fort qui est le sujet de la naissance, qui est à l'heure actuelle, sur lequel la France a quand même quelques longueurs de retard sur d'autres pays européens. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans ce milieu-là, dans la salle, des sages-femmes, il y en a ici, dans la pièce Bon, en tout cas, oui, la sagesse, c'est l'objet d'étude, en tout cas, des philosophes. Ils se prétendent pas sages, mais ce sont des amis de la sagesse. C'est ce que je disais hier en disant bienvenue les amis. Euh, donc je rebondis. Il y a, pour commencer, je vais faire déjà une triple dédicace aujourd'hui. Je vais reprendre la dédicace que j'ai faite à ma tante Annick, dont je parlais hier, qui est décédée dans un coma suite à des problèmes de sens de sa vie personnelle. Et puis, mais elle était sage-femme en même temps, donc du coup, je lui rends hommage aujourd'hui dans ce que je vais présenter, parce que ce n'est pas mon milieu de départ, puisque comme j'ai évoqué hier au départ, moi je suis ingénieur, physicien dans le nucléaire, quoi, le côté atomique. Vous me dites, mais qu'est-ce qui va nous parler de la naissance, lui? Je vous mets tout de suite à l'aise. Je fais ensuite une deuxième dédicace à un des pionniers de la naissance naturelle, Max Ploquin, gynécologue obstétricien qui était avec Frédéric Leboyer et puis Michel Audin, qui est le seul qui nous reste, qui est parti en Angleterre, des grands pionniers sur la naissance. Bon, j'ai été formé en même temps par Max, qui nous a quittés il y a quelques années et voilà, qui va être présent plus que par la pensée avec nous aujourd'hui. Et Max, c'était un pionnier sur la sublimation de la douleur. Lors de l'accouchement. Je dis sublimation, pas l'accouchement sans douleur, parce que je vais revenir sur ce sujet, et particulièrement j'y reviendrai demain, puisque je suis un spécialiste des mécanismes de la douleur et de la manière dont on peut sortir de la douleur. Ce qui fait que quand j'ai connu Max, il a eu l'ouverture d'esprit de me convier pendant les formations à ce que je passe de l'autre côté au paperboard et que du coup je fasse la formation avec lui. C'était quelqu'un de très ouvert, hein, vraiment, vraiment génial, Max. Donc j'ai été formé par Max, donc je lui rends hommage aujourd'hui. C'était un grand pionnier. Et je vais surtout rendre hommage à toutes les femmes, parce qu'on est tous nés d'une femme. Hein, des fois, c'est bon de le rappeler. Et c'est important pour moi de le dire, dans un contexte où je fais de temps à autre des conférences. Une de mes spécialités premières, c'est le féminin sacré. En tant qu'homme, je suis relié, et je ne vous demande pas d'y croire, à une femme intérieure. Les femmes sont reliées à un homme intérieur. Et j'amène en voyage depuis 17 ans les amis pour aller retrouver le lien avec l'autre partie d'eux-mêmes. Donc ça, j'en parlerai demain. Bon.
Ce qui fait que ma femme intérieure me guide, moi, depuis toutes ces années. Ce qui fait que quand je reçois des amis en séance féminines qui particulièrement ont été victimes de traumatismes du type viol, inceste et des choses de ce genre-là, elles sont toujours très étonnées parce qu'elles disent mais c'est la première fois qu'un homme peut me masser et que je les aide à sortir en une seule séance de ce genre de trauma. Donc c'est quand même pas rien. On en parle aujourd'hui beaucoup de ce sujet dans l'actualité. Et donc c'est cette conférence, ce type de conférence que je fais sur le féminin sacré, il m'a été donné de le faire en Suisse parce que la Suisse, c'est pas très loin où j'habite en Haute-Savoie. Donc la Suisse, c'est un pays qui est relativement ouvert sur ce sujet-là depuis des années. Mais la France était un peu à la traîne. Ça devient un sujet phare. Alors donc du coup, maintenant, j'ai possibilité de vous en parler, c'est le moment. Il y a un moment important, et je tiens à le signaler, c'est donc la première fois que je vais faire cette conférence en France devant un public ouvert, comme ici, au forum. Donc c'est une première que vous allez avoir. Parce qu'en fait, notre monde bouge à une telle vitesse maintenant que ce qui va faire la détonation, la déflagration, qui va permettre l'ouverture de notre monde, c'est ça. C'est le sujet du féminin. C'est le sujet du féminin sacré. Alors, les hommes portent un féminin sacré en eux, et vous, mesdames, vous construisez votre féminin à l'extérieur. On est d'accord, je ne parle pas que des femmes, mais là, je vais évidemment centrer le sujet sur de la préconception à la naissance, mais les hommes sont bien dedans. Les hommes sont bien dedans. Donc je rends hommage à toutes les femmes, et on est dans un contexte, quand je fais une conférence sur le féminin sacré, je vais en faire une, je pense, à Genève, importante à l'Université de Genève au mois de septembre-octobre. Ça va être aussi un point de départ fort sur le sujet. J'ai constaté qu'il y a 25 massacres au féminin dans la vie d'une femme. 25 massacres au féminin. 5 aux 5 âges de la vie. Alors, ce n'est pas le sujet de la conférence, c'est vrai. Je vais prendre juste un zoom sur un seul. On va parler de la partie liée à l'accouchement, mais il y en a 25. Je précise que dans les années 65, il n'y en avait que 15. Il y en a eu 10 de plus qui ont été rajoutés depuis les années 65. Quand j'entends certaines femmes me dire « Ah, les femmes sont de plus en plus libérées aujourd'hui », là, moi, j'ai l'occasion de pouvoir ramener le sujet, mais devant comme ça, parce que au quotidien, je vois, ça fait quand même des milliers de femmes que j'ai reçues, ces massacres. Et le point de départ du philosophe, c'est ce que je suis, et mes élèves avec, puisque je forme aussi des élèves et des sages-femmes du coup sur le sujet d'aujourd'hui, c'est avant tout de pouvoir aller toucher le bien-être. Mais le point de départ, je pars du mal-être des gens, du mal-être des amis qui viennent me voir. Voilà. Donc ça, c'était important que je mette en place ce premier contexte, que vous sachiez que dans ces 25 massacres, 10 qui ont été rajoutés par la médecine, donc sont iatrogéniques. 10 rajoutés par la médecine, 10 sur 10. Hein, donc, je donne un peu la température. Ça risque de secouer un petit peu. Je vais donner quelques chiffres aussi parce que ça va être utile. Donc, déjà, dans les philosophes, on avait une branche, il y a 25 siècles, à l'école pythagoricienne, qui était la maïeutique, l'accouchement des âmes. Ah, là, ça va mieux? D'accord. L'accouchement des âmes. Max Ploquin disait qu'en fait, l'accouchement est vraiment relié à la nature, à la poésie. Ce n'est pas relié à la médecine, en fait. On a donné ça au champ de la médecine depuis quelques années. Je vais y arriver. Mais ce n'est pas dû à la médecine. Je vous donne quelques exemples. Lui, il était de Châteauroux et il a fait 38 000 accouchements dans sa carrière, dont plus de 6 000 à la maison. Pour un gynécologue obstétricien homme, c'est pas tous les jours qu'on trouve ce genre de cas de figure. Et vous savez qu'en France, il y a des pratiques d'accouchement comme la césarienne, comme la péridurale. Est-ce que vous avez une idée du taux national, du chiffre que ça peut représenter, par exemple, le taux de péridurale en France aujourd'hui? Alors, un homme me dit 1 sur 3, 1 sur 3.
82,7%. Alors, la péridurale, qui est un mode qui laisse des séquelles sur l'enfant, est un mode antinaturel par rapport à l'accouchement d'une femme, parce que ça va la shunter de son passage par le système reptilien. Donc une personne qui est au départ dans sa tête, au niveau cortical, a besoin de passer par son système limbique, puis par son système reptilien naturel, pour pouvoir aller dans ce processus naturel de l'accouchement. Il faut savoir que les produits qui sont donnés au niveau de la péridurale vous coupent, mesdames, de ça. Bon. Donc 82,7, déjà, premier niveau. Le taux de césarienne en France, parce qu'il y en a qui sont 20,4%. Voilà, 20,4% en France. Alors maintenant, je vais prendre chez Max, direct, Châteauroux, dans sa carrière entière, 3% de péridurale, 3% de césarienne. Bon, on le sait, les femmes de Châteauroux sont différentes. Moi, je pense que vous avez compris. Il y a un problème, quoi. Et puis, vous allez en Suisse, dans certains cantons, vous franchissez la frontière d'un canton à un autre, alors vous passez de taux de césarienne de 33% à 15%. Ben, forcément, elles doivent être différentes entre les deux cantons, quoi. C'est obligatoire. Donc, on est face à un problème, là. Un problème, c'est qu'on ne redonne pas aux femmes leur pouvoir sur la naissance. Et c'est ça la clé. On ne leur redonne pas le pouvoir d'être autonome par rapport à ça. Et ça, c'est le cœur même du métier de philosophe, tel qu'il était pratiqué. Alors, parce que ce n'est pas les philosophes d'aujourd'hui, parce que si vous demandez à nos philosophes, les penseurs là qu'on a, vous dites, est-ce que vous êtes prêt à aider une dame à accoucher? Oula, je ne crois pas qu'ils vont venir. Mais les philosophes d'antan, ils faisaient ça à l'école pythagoricienne. Et donc, comme j'ai remis en place la suite de cette école, et que je suis aujourd'hui à nouveau cofondateur de la nouvelle école pythagoricienne qui a réouvert à Crotone, au sud de l'Italie, le 18 août 2016, je suis venu vous parler de ça. Je suis venu vous parler de ça dans un pays où, en France, vous le savez peut-être, l'accouchement à domicile est interdit depuis le 1er octobre 2013. Étiez-vous au courant? Alors j'ai dit oui, là je vois des noms. Vous vous rendez compte? Le seul pays d'Europe. On est le seul pays d'Europe. Et on pourrait se dire, ah ben peut-être on a industrialisé, la naissance, on doit être meilleur alors. Taratata, on est les derniers. On est les derniers d'Europe. En taux de mortinatalité, 9,1 pour 1000 enfants morts-nés. On est les derniers d'Europe. Donc si encore on était premier de la classe, admettons, mais les premiers de la classe, c'est la Hollande qui ont le plus fort taux d'accouchement à domicile. Alors c'est un accouchement à domicile qui n'est pas inopiné, qui est préparé, avec sage-femme, avec un travail qui se fait avant, etc. Bon, donc déjà, vous voyez, je commence à secouer un peu le cocotier. On est vraiment les derniers de la classe. On a donc, sur un plan de l'accouchement, 3 critères importants qui me semblent à regarder, si on veut être factuel pour pouvoir démarrer sur ce sujet. Un qui s'appelle la sûreté, l'autre qui s'appelle la sécurité, et le troisième qui s'appelle le coût. La sûreté d'un mécanisme, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas la même chose. Quand vous voulez un mécanisme qui soit sûr, il est lié à un mécanisme de fonctionnement naturel. Voilà, on veut que ce soit le plus naturel possible. Donc, la césarienne, antinaturelle. La péridurale, antinaturelle. Donc, on fait la somme des deux. Comme des fois, vous avez césarienne et péridurale qui sont cumulées. À 86%, des processus d'accouchement en France sont pas sûrs. 86%. Vous regardez au niveau de la sécurité, toutes les études, et j'ai beaucoup travaillé la question sur la sécurité, montrent qu'un accouchement à domicile, quand il est préparé, est beaucoup plus sécuritaire et 30% plus sécuritaire qu'un accouchement à l'hôpital. Voilà. Par exemple, Max Ploquin, dans les hémorragies de la délivrance, dans sa carrière, les hémorragies au niveau de la libération du placenta, combien il en a eu dans sa carrière en pourcentage? 0. 0. Sur 38 000, 0. Aujourd'hui, les hémorragies de la délivrance, c'est uniquement à l'hôpital que vous les rencontrez, pas en accouchement à domicile quand il y avait les sages-femmes libérales qui allaient auprès de ces dames pour les aider à accoucher. C'est pareil, ils ont le même taux. Ina May Gaskin, qui est spécialiste aussi aux États-Unis,
elle a les mêmes chiffres que Max Cloquin. Pareil, même taux de péridurale à peu près, même taux, etc. Quand vous demandez à Moïse Paciornik, un spécialiste gynécologue obstétricien au Brésil, ainsi que les 3 pionniers qu'on avait en France, ainsi qu'Ina Megaskin, combien on pourrait avoir de pourcentage de femmes qui vont aller sur un accouchement dit naturel, le chiffre, si vous êtes aidé par une sage-femme, c'est 95%. Et on est l'inverse. On a passé de 95% à 99% aujourd'hui à l'hôpital et 1% d'accouchement inopiné. Je dis inopiné parce que c'est interdit, l'accouchement à domicile. Et les sages-femmes, depuis le 1er octobre 2013, moi je me rappelle, j'ai été présent dans ce congrès d'obstétrique et Max m'avait demandé d'intervenir à Châteauroux justement, au moment où la nouvelle est tombée. Et il y avait toutes les sages-femmes, il y avait 400 sages-femmes dans cette salle à peu près. Elles étaient complètement retournées. Leur métier de sage-femme libérale, c'était terminé. Elles pouvaient et donc, ils ont fait la chasse petit à petit pour qu'il n'y en ait plus. Alors au début, elles faisaient des accouchements, juste certaines, il y en avait qui faisaient à temps plein, ça les a obligés d'arrêter. D'autres, après, le faisaient de temps à autre. Et après, même celles-là, ils ont fait la chasse et les ont éliminées, si je puis dire. Par le Conseil de l'Ordre, toujours le Conseil de l'Ordre des sages-femmes, qui, comme on le sait, est dominé par le Conseil de l'Ordre des médecins dessus. Donc un paysage très particulier, ce métier a une évolution qui ne va pas dans le bon sens, hein. Autant être clair. Donc je ne vais pas aller très longtemps sur ce sujet-là parce qu'on pourrait être sur un débat qui serait un débat militant et ce n'est pas ma position du tout. Plutôt que d'être, comme la majorité des femmes aujourd'hui, parce que c'est quand même un constat que je peux faire, dans une non-violente coopération, puisqu'elles vont toutes à l'hôpital, plutôt que d'être dans une violente non-coopération, je préfère aller dans une non-violente non-coopération, donc d'où ma participation pour aider des femmes à finalement être autonomes le jour de leur accouchement, voire de les aider même le jour de l'accouchement. Vous voyez, le physicien, il est un peu plus loin. Donc on va venir sur ces cas maintenant, on va parler de ça. Alors si le coût, parce que j'avais oublié le paramètre du coût, il faut savoir que ces accouchements, en moyenne, sont 8,6 fois plus chers, 8,6 fois plus cher que l'accouchement à domicile. Donc on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est moins sûr, c'est moins sécuritaire, et c'est 8,6 fois plus cher. Évidemment, il n'y a aucun gynécologue obstétricien qui va râler, puisque c'est... Vous avez vu un crocodile qui rentre dans une maroquinerie, vous? Il ne va pas y aller. Hein, il ne va pas dire non, c'est parce que à un accouchement par césarienne, c'est 19 fois plus en termes de coût. Donc qui c'est qui gagne? C'est le gynécologue obstétricien. Hein, il faut que ce soit des fêlés comme moi ou comme d'autres qui ne sont pas dans la partie, qui osent donner ces chiffres, qui, je rappelle, ces chiffres font partie du dernier rapport officiel des violences gynécologiques obstétricales du rapport du ministère. Hein. Je vous sors des chiffres officiels ministériels, hein, du dernier rapport qui est sorti au mois d'octobre, en l'occurrence. Hein. Mes chiffres sont ancrés. Et là-dedans, on nous vend là-dedans qu'on fait aux femmes des accouchements physiologiques à un taux de presque 40 ou 50%. Comment est-ce possible quand il y en a 86% qui sont déjà pas sûrs? Donc il y en a un maximum 14% d'accouchements physiologiques, mais pas plus. Il ne peut pas y en avoir plus. Bon. Donc voilà le contexte. Si le contexte, c'est simplement que ces sages-femmes, on les a empêchées d'aller continuer leur travail, de faire des accouchements à domicile d'une manière assez ignoble. On leur a imposé finalement une assurance responsabilité civile qui est équivalente pratiquement au coût de leur salaire annuel. Autrement dit, il n'y a aucune sage-femme qui va y aller, parce qu'elle va vous dire, écoutez, moi, mon salaire, 0. Ça ne va pas le faire. Et on a obligé aux sages-femmes, du coup, de prendre cette assurance si elles voulaient continuer de faire des accouchements à domicile. Donc c'est une manière de dire, on n'en fait plus. C'est très simple. C'est une manière de dire, on n'en fait plus. Alors, si on fait moi, je suis un habitué des chiffres. Hein. Simplement, vous retournez, vous dites, vous prenez un tiers des sages-femmes de France et vous les passez au niveau libéral. Avec ça, le taux des césariennes et des péridurales, forcément, à domicile, il n'y en a pas. Hein. Le coût, on le connaît. Si on applique ça, on peut leur payer leur assurance. Hein. Non seulement on peut leur payer leur assurance, mais il reste
0,6 millions d'euros. On peut payer ça à un tiers des sages-femmes de France. Alors, il y en a quand même 28 900. Hein, donc, un tiers des 28 900 sages-femmes de France, vous dites, je vous paye les 25 000 euros. Et avec ça, l'État, il leur reste 0,6 millions d'euros. Vous voyez ? Bien sûr, on aura un peu moins de travail pour les gynécologues obstétriciens sur les césariennes et sur... mais bon, il y en a de moins en moins de toute manière des gynécologues obstétriciens. Et il y a des petits soucis en ce moment dans leur profession. Donc ça, c'est le contexte. Je ne pouvais pas commencer ce sujet-là sans le brosser parce qu'en fait, le sujet d'hier déjà était chaud, mais à la limite, les médecins, vis-à-vis de la mort, vis-à-vis du coma, ils lâchent un peu le pouvoir parce que pour eux, c'est assez difficile à vivre au quotidien. Mais par contre, si vous avez l'habitude de fréquenter le domaine, c'est mon cas, gynécologue, obstétricien, pédiatre, etc., le pouvoir sur la naissance, ils l'ont. Hein. Ah, j'ai accouché Madame Intel, j'ai accouché Madame Truc, etc. Même certaines sages-femmes, vous le retrouvez ça dans le vocabulaire. Qui accouche là-dedans? Hein? Regardez le film de Colin Serrault, La Belle Verte, je crois que ça se passe de commentaires. Donc c'est important de partir de ce point de départ, parce que déjà que sur le sujet du coma, dans l'expérience que j'ai citée hier, par exemple, où il y en avait une personne, je l'ai aidé à redescendre de 5 à 1, comme ça, 5, 4, 3, 2, 1 à 1, elle était là, alors que la médecin-chef avait dit, non, il faut faire un dossier cotorep longue durée, elle va rester dans le coma. C'était une personne, suite justement à une éclampsie après l'accouchement. Moi, j'ai failli être poursuivi au tribunal dès le lendemain matin quand elle est revenue, la médecin-chef. Hein, parce qu'elle a dit, mais il y a un guérisseur qui est passé, etc. Je veux le poursuivre en justice. Elle demandait aux parents. Bon, heureusement, les parents, leur fille était sortie du coma et ils ont fait quand même, ils ont compris, quoi. Mais donc, déjà là, on peut être poursuivi en justice. Alors là, sur le sujet d'aujourd'hui, sans problème. Hein. J'y vais. Bon, donc, je vais aborder les cas de figure qui ont été les miens, qui m'ont amené sur ce terrain-là. Il se trouve que je vais prendre une de ces études de cas, un exemple là, qui est en même temps un peu un jour anniversaire, puisque c'était il y a 11 ans, pratiquement jour pour jour, où j'ai aidé à l'accouchement d'une maman, dans un contexte où au départ, la maman, elle est venue, et le maman et le papa sont venus suite à... Je faisais des conférences dans une école de naturopathie en France, vers Poitiers, une école où justement ils forment des doulas. Et c'était Max Ploquin qui faisait les cours à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est un de mes élèves qui fait ces cours-là, un homme sage-femme. Et ils sont venus me trouver parce qu'elle avait eu une césarienne pour le premier. Et on lui avait dit, madame, vous avez un bassin qui est trop petit. Et donc, elle était passée dans les fourches codines de l'administration et de tout le système hospitalier. Et elle avait encore la cicatrice de la césarienne, et c'était quoi, 1 an et demi après, et tout ça. Donc, elle disait, moi, je ne veux plus revivre ça. Hein. Et puis, j'ai des douleurs. Donc, elle venait au départ, sa demande, c'était, j'ai une douleur au niveau de ma cicatrice, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Alors, comme en même temps, je traite aussi les mécanismes de la douleur, dans l'ordre du travail de massage, en même temps, je fais un travail énergétique sur sa cicatrice. Hein, c'est un des rares cas, je l'ai dit hier, avec les comas, la drogue et les cicatrices opératoires où on a le droit d'intervenir sur les corps énergétiques. Pour nous, hein, toujours pareil, et je ne vous demande pas d'y croire, mais j'ai de quoi pouvoir en parler après. Et sa douleur part. En même temps, comme je l'amène dans ce massage que je pratique, où je me relie à sa conscience supérieure pour amener les charges de tout ce qu'elle avait vécu à passer à travers mon corps à l'élémentaire, puisque le seul outil des philosophes, je l'ai dit hier, c'est l'amour. Alors bon, elle se retrouve comme ça dépouillée d'un certain nombre de ses charges et en même temps, immédiatement, se retrouve en connexion avec l'âme de son enfant. Elle était à 4 mois et demi fœtale. Et là, elle se retrouve comme au téléphone. Là, bon, je suis un peu câblé moi aujourd'hui, là, un peu comme ça, avec ah ben là, je capte mon enfant et son enfant dans le dialogue, commencer à lui dire, eh ben voilà, je suis venu pour ça, j'ai fait ça dans ma vie antérieure. Vous voyez, c'est déjà... Alors là, la maman, elle venait pour sa cicatrice au départ. Le paysage changeait très vite. Et c'est quelque chose qui est en même temps vécu. Hein. Moi, j'amène la personne en contact, c'est tout, mais c'est rassurant, la personne vit ça intérieurement.
C'était une découverte. Le papa n'est pas en reste, papa s'y colle après, massage, expansion. Bon, en tant que contact, le bébé ne le sent pas forcément dedans, ça on a bien compris. Mais quand même arrive à rentrer en contact lui aussi et à faire un travail sur lui. Donc ils ont finalement décidé de faire une préparation, de suivre le processus, et je les ai accompagnés à chacune de ces étapes. Ce qui est riche, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, l'enfant vous dit même ce qu'il a fait avant et ce qu'il souhaite faire aussi dans cette vie. C'est-à-dire que carrément, elle avait des images, elle le voyait plus grand à 20 ans, etc. Il lui disait, voilà, j'ai envie de faire ça. Hein, la programmation dont je parlais hier, au niveau du coma, du passage du bardeau, où la personne revient. Et c'est vraiment impressionnant quoi, à vivre, ce genre de choses. Et puis c'est rassurant aussi parce qu'au fur et à mesure que les séances avançaient, la maman, après l'enfant, quand les choses étaient libérées en elle, l'enfant lui présentait même le futur accouchement à l'avance. Qu'est-ce qu'il ne trouvait pas plus sécurite que ça quoi. La maman était là avec une envie, après sa césarienne, d'un accouchement à domicile. Hein, on appelle ça quand même un accouchement vaginal après césarienne, un AVAC. Il n'y a pas grand monde qui se mouille là-dessus. En plus, ces amis-là étaient très proches de Max, puisque Max devait être le témoin à leur mariage. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très presque familial. Mais aucune sage-femme voulait venir, et Max non plus. Pourtant, Max est culotté, il a fait plein de choses, mais ils lui ont fait fermer sa clinique parce qu'au bout d'un moment, à Châteauroux, il dérangeait, donc il lui avait fait fermer sa clinique. Donc, personne ne voulait y aller. Ce qui fait qu'on s'est au fur et à mesure trouvé, au fur et à mesure que ça avançait, avec une amie ostéopathe et moi-même qui étions là pour le jour de l'accouchement, voilà, à domicile. Alors, évidemment, on est déjà encore un peu plus loin de l'ingénieur physicien. Là, on s'en éloigne définitivement. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, on s'est préparés tous ensemble pour ce moment-là, pour être dans le silence. Pour redonner tous les moyens à la maman d'être en pleine possession lors de son accouchement, de tout ce qu'elle avait à faire. Comme en même temps, on fait un travail sur les souffrances passées, karmiques ou les souffrances transgénérationnelles qu'on peut y avoir, j'avais donc montré que ça faisait diminuer un seuil qui est le seuil des douleurs qu'une maman peut rencontrer lors de l'accouchement. Parce qu'une maman, lors de l'accouchement, il y a Groff qui est passé par là avec les matrices périnatales. Hein, un enfant, quand il va passer par le bas, la maman va revivre toutes ces anciennes morts et difficultés, et l'enfant peut amener aussi à faire remonter des mémoires par rapport à ça. Donc si on a traité ça avant, c'est réglé, c'est tant mieux. Donc tout ce travail, on le fait en amont, dans la préparation. Ce qui fait qu'après, il ne reste plus au niveau douleur que les douleurs physiologiques, posturales, lors de l'accouchement. Pour peu que la maman s'y soit préparée, bon là on avait en plus un couple de naturopathes, bon très bien, qui sont devenus maintenant pionniers, ils sont même devenus maintenant eux-mêmes les formateurs dans cette école de doula. Donc vous voyez, ça continue et ça avance. On s'est retrouvés là avec des parents qui au fur et à mesure, non seulement devenaient autonomes, mais avaient une connaissance qui s'incrémentait en eux au fil des jours. Préparation du projet de naissance ensemble, préparation de ce moment de l'accouchement. Et donc un matin, il m'appelle, j'avais 1h30 de trajet à faire pour les rejoindre. Et j'installais, pour moi, tout le matériel pour que la maman puisse accoucher favorablement. Je pratique une acupuncture de naissance, mais rien qu'avec les doigts, sans aiguille, qui est équivalente, qui permet d'aider à favoriser les points d'acupuncture qu'on connaît, qui sont dans le corps au nombre de 17, qu'on connaît et qui favorisent l'accouchement. Certains de ces points sont à activer, d'autres pas. Ça, c'est un petit peu technique, mais tout dépend de chaque personne là où elle en est. Il y a des fois des points à travailler, d'autres pas. Ça peut se faire pendant que la maman est en train de déambuler, oui. Physiquement, oui. Physiquement. C'est une digipuncture, si vous voulez. Voilà. Et pendant que la maman peut déambuler
tranquillement. Ensuite, j'avais fait faire réviser avant l'écoute d'une cassette du plan Monroe, dont j'ai parlé hier, les plans de conscience Monroe, pour aller dans des plans d'auto-hypnose pour réduire la douleur. Donc là, c'était très pratique. J'avais donné la cassette à la maman, j'avais dit, bon, bah, tu l'écoutes 3 fois, face A, face B, là. Et puis, elle m'avait dit, bah, écoute, oui, je l'ai écouté. On enclenche une consigne en état d'auto-hypnose. Et après, le jour J, on va souffler à l'oreille de la maman la consigne en question. Alors, quand elle est justement dans cette phase de dilatation où le col est quand même bien ouvert, alors là, c'est un vrai confort. Parce que là, d'un seul coup, la douleur, mais là, elle fait ça, quoi. Alors, ça reste toujours quelque chose qui est perceptible. Il n'y a pas d'anesthésie de rien, hein, mais en même temps, ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. En même temps, mon positionnement de passeur d'âme dans ce moment, c'est un moment de connexion ciel-terre, et j'en joue le rôle, moi, de pilier. Donc je me retrouve à être comme une épaule bienveillante sur laquelle la maman peut s'appuyer, voyez. Donc pour faciliter ça. Univers musical, sonore, tout ça à la maison, un équipement vraiment minimum. Et puis, la maman se retrouve donc très rapidement à passer dans cette phase d'expulsion de l'enfant qui se fait en posture accroupie, parce que la posture, vous le savez peut-être, allongée en décubitus dorsal, est une posture qui a été inventée par le professeur Morisot en 1700, hein, donc parce que monsieur le roi Louis XIV souhaitait que les femmes soient allongées pour les regarder au moment de l'accouchement. C'est une position antinaturelle au possible, il faut le savoir, puisque il faut finalement vaincre la gravité, mettre un effort opposé pour aller tirer l'enfant vers le plafond, alors qu'en fait, la gravité de la situation suffirait, quoi, hein. Donc posture accroupie, comme Moïse Paciornik le pratiquait, et puis ben, l'enfant est né d'une manière tout à fait fluide, rapide, sans aucune difficulté. Avant, quand même, j'avais pris le préalable, puisqu'on m'avait dit oui, bassin trop petit, de mesurer, c'est pas trop compliqué. Je me dis, mais ils mesurent comment? Parce que je dis, bon, il y avait 11 cm et demi, mais il y a de la place. Ok, il ne faut pas que la tête se relève. Mais le relevage de la tête de l'enfant, c'est dû à une angoisse qui est perceptible, parce que le personnel qui est là autour a des peurs, a des angoisses qu'il passe à la maman, ou la maman qui a ses propres peurs, angoisses. Hein, donc ça veut dire que si on travaille en amont toutes les angoisses, toutes les difficultés, c'est autant de problèmes en moins. J'ai eu en aide comme ça à la préparation à l'accouchement, même des femmes qui avaient fait un déni de grossesse. Donc elles arrivaient à la maison, ventre plat, à 5 mois et demi, plat, et elles sortaient de séance après le massage. Ploup. C'est impressionnant à voir, hein, c'est le déni terminé, hein. Là, l'enfant était en connexion et c'était génial. J'ai souvent eu, dans les cas de figure que j'ai eu qui ont croisé ma route, puisque je ne fais rien pour moi, hein, donc qui ont croisé ma route, des cas difficiles ou des cas que d'autres ne voulaient pas traiter. Quand par exemple aujourd'hui on fait l'analyse pour le streptocoque B, avant on ne le faisait pas chez les femmes dans le temps ancien, mais il y en a aujourd'hui presque un tiers qui se retrouve avec un streptocoque B. Aujourd'hui, nos amis gynécologues obstétriciens ne prennent aucun risque. Alors, c'est antibiotique. Hein. Antibiotique, maman, enfant. Et moi, j'ai une fois une amie qui m'appelle. Elle avait tout préparé, hein, à 8 mois et demi, enfin un peu avant 8 mois et demi, entre 8 mois et 1 mois et demi. Elle m'appelle urgence. Bon voilà, quand il y a une urgence, on appelle Patrick. Oui, elle était virée de sa... Alors à l'époque, il y avait encore une maison de naissance. Elle était virée de la maison de naissance parce qu'elle avait osé s'opposer au gynéco-obstétricien en disant « mais moi je ne veux pas de vos antibiotiques ». Et l'autre avait dit « moi je ne veux pas de vous, vous partez ». Vous partez. Alors en pleurs, évidemment. Il y a des méthodes et des techniques sans utiliser les huiles essentielles. Hein, par exemple le zapper d'Hulda Clark qui est utile et qui va aider à réduire, s'il y a une présence de streptocoque B, à zapper finalement ce strepto B. Si en plus on fait ce que je fais aussi, le lien pour comprendre pourquoi on a eu ce strepto B, c'est quand même la cause, c'est
comme l'essentiel, toujours pareil, eh ben, c'est réglé. Après, il y a juste que l'accouchement a besoin d'être rapide. Mais là, l'accouchement, elle l'a vécu en 1 heure. Et elle l'a vu avant en plus. Elle l'avait vu avant, elle a dit, mais c'est bizarre, j'accouche dans un endroit où je suis libre, il n'y a pas de sage-femme autour, c'est un peu comme à la maison. Elle avait vu la scène avant. Entre-temps, il y a eu cette fameuse urgence, elle dit, mais je ne sais même pas où je vais accoucher. Alors elle se prépare, tout ça. Moi, j'étais dans une autre région de France à ce moment-là. Quand j'ai eu l'info, je lui fais envoyer l'appareil pour qu'elle se le traite très bien. Et j'ai dit, bah, écoute, moi, dans 15 jours, j'arrive dans ta région, c'était dans l'est de la France. Voilà, puis j'arrive et puis on va traiter le strepto B. Très bien. Entre-temps, elle me rappelle, elle me dit, mais tu sais, l'endroit où je viens d'emménager, ma voisine, eh ben, elle est sage-femme. Le jardin d'à côté. Elle discutait. Elle m'a dit, mais venez dans ma maternité, là, la frontière entre la France, l'Allemagne et la Suisse, là, par là. Et ben, elle a couché là. Ça s'est passé comme une lettre à la poste, quoi. En 1 heure. Et le papa était là, et les sages-femmes étaient en retrait derrière. Tant que ça se passe bien, on donne le pouvoir à la maman. C'est la maman qui fait. C'est ça l'idée, hein, l'essentiel, c'est ça. C'est de redonner le pouvoir aux femmes. Et au papa, quand il accompagne, avec l'autonomie, avec toute sa présence. Hein, dans le premier accouchement dont j'ai parlé, le papa était très présent pour aider son épouse à la relecture de la position du bébé au fur et à mesure de la descente, pour sentir où il est aussi, parce qu'il y a quand même, dans un accouchement, c'est un petit peu comme si vous avez une route avec 8 ou 9 virages, là, vous ne vous comportez pas de la même façon en ligne droite ou dans les virages, quoi. Donc il y a des attitudes, il y a des moments, on dit « Ah, là on en est là ». Ok, là on en est là. Et tout ça, on avait préparé avant, donc dans le silence. C'est d'une telle beauté, hein, c'est de la poésie, c'est de la poésie. C'est d'une telle beauté quand on assiste à ça, quand on est témoin. Moi, je suis juste le témoin, hein, vraiment. J'amène chaque femme à être autonome, mais c'est après, moi, ce que j'utilise, je fais comme hier, hein, c'est mon seul outil. Après, moi, je suis là et puis je pleure avec les autres. Hein. Autre cas de figure, une maman qui m'appelle, pareil, à 8 mois et quelques. Elle avait tout préparé pour son premier. Et puis, elle se retrouve avec l'enfant qui était en position en siège. Alors, elle était embêtée parce qu'elle me dit, mais moi, je me suis préparée pour un accouchement par voie basse, etc., etc. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 90, et on peut aller jusqu'à 95% des femmes qui peuvent accoucher naturellement. Puis, il y a des cas où la nature, la santé de la maman, etc., fait que dans les 5%, ok, d'accord, il faut aller à l'hôpital. Mais déjà, il fallait se rendre compte qu'est-ce qui se passait. Donc, j'ai dit, écoute, je passe dans ta région, c'était pareil, c'était dans l'Est, là aussi, de la France, et je passe chez toi, je viens te voir, et on regarde ça. Dans le massage, on s'adresse à la conscience de l'enfant, et on lui dit, écoute, déjà, si tu peux, on lui demande de se mettre dans une autre position que le siège, de se mettre en transverse. L'enfant se met en transverse. Et là, quand il est en transverse, on lui dit, mais maintenant, quel est ton choix à toi, l'enfant? C'est quoi ton choix? Et là, clac, se remet en siège. Et là, dit à la maman, est-ce que tu es prête à accueillir ce qui se passe là? Parce que ton enfant est en train de te demander qu'il souhaite naître de cette façon. Alors, petit oui, petit oui, parce qu'évidemment, ça veut dire hôpital, ça veut dire etc. Mais en même temps, l'enfant, lui, rajoute et dit, écoute, et il appuie comme ça avec sa main. Alors ça, c'est un signal qui se produit souvent quand l'enfant a une histoire à raconter, qui est la sienne, qui n'est pas l'histoire de la maman. Il va donner un coup au niveau de la rate à peu près. Là. Et il appuie. J'ai constaté ça maintes fois. Et l'enfant lui dit, écoute, voilà, je t'explique, moi dans une vie juste avant, j'étais un chaman dans un autre continent et j'étais spécialiste de traiter le lien aux éléments. Et donc j'avais l'habitude de traiter le lien avec l'élément eau, en l'occurrence. Et il lui dit, voilà, il lui avait même donné d'ailleurs son nom, d'une précision que moi j'ai pu le vérifier sur Internet, c'était juste, hein, je veux dire, elle ne connaît rien du continent en question, elle ne connaît rien de la personne, etc. L'autre, il lui dit, voilà, j'ai été un tel, nom, prénom, et je suis mort à telle date. Et moi, je dis à la maman, on était, je crois que c'était à 4 mois, à ce moment-là, de vie fœtale. Je dis à la maman, mais
ton accouchement, il est prévu vers quelle date? Ben, c'était la même date où l'autre était décédé. Parce que sa date de décès était marquée sur... Donc, eh ben, il est né, l'enfant, le jour où l'autre était décédé. Oui, c'est d'une précision, mais c'est... Wow, vous dites là... Bref, donc elle savait le jour. Elle savait en gros son passé. Et qu'est-ce qui s'est déroulé? Donc, à ce moment-là, l'enfant lui dit, ben voilà, j'ai fait ça dans une vie d'avant, et du coup, je souhaite garder mes potentiels et ne pas passer par la voie basse, pour pas qu'ils touchent ma tête. Bon sang, mais c'est bien sûr. Donc voilà, lui, il voulait sortir de cette façon en césarienne. Et même déjà en vie fœtale, très impressionnant, l'enfant est relié déjà à son être créateur, à son âme et à son être créateur. Et il indiquait à la maman comment il bossait déjà à 5 mois fœtal. Il lui montrait comment il agissait à faire un orage de grêle sur une zone délimitée en France, un endroit. Alors la maman voit ça, elle me raconte l'histoire. La semaine d'après, moi j'avais une personne qui arrivait aussi d'Est de la France. Je rappelle qu'à l'époque, moi j'étais en Touraine, donc je ne bougeais pas tout le temps dans l'Est de la France. Elle me dit, oh c'est bizarre, non, sous notre usine, là, cette semaine, on a un truc qui nous est arrivé. Oh, l'usine a été découpée sur les pointillés par un orage de grêle, il n'y avait rien à côté. Je fais, oh là, l'enfant, 5 mois fœtal. Bon, c'est pas l'enfant, lui, il a autre chose à faire là-dedans, mais c'est l'être qui est au bout. Hein. Il agit, lui. Il agit. Donc, elle a retrouvé comme ça tous ses liens, et l'enfant lui indiquait qu'il voulait naître comme ça. Alors, comme la maman avait le souhait quand même qu'il y ait un début d'enclenchement par les voies basses, eh ben, elle a eu un déclenchement qui s'est fait par les voies basses, mais l'enfant, par le cordon, il est resté accroché au plafond. Hein, je vous le fais comme ça pour comprendre. Et du coup, ils sont venus le chercher en césarienne, mais c'était prévu, donc tout était tranquille. Et même juste avant l'accouchement, dans cette fameuse même séance, ce qui a été impressionnant pour moi aussi, c'est de voir tout le rapport, ce que j'évoquais hier, avec la verticale entre le créateur, l'âme. J'ai parlé tout à l'heure de l'homme ou de la femme intérieure, puis après du petit enfant intérieur et jusqu'au corps physique. Cette verticale dont je parlerai demain, plus spécifiquement, qu'on a tous, hein, celle-là. Et on a aussi de temps à autre dans la vie des guides. Vous avez entendu parler qu'on a des guides. Mais moi, j'étais scotché là, parce que l'enfant, il est là, il dit, bon ben voilà, dans ma vie d'avant, j'avais 3 guides, 3 animaux. Alors il dit, voilà, il y avait le loup à crinière, là. Bon, je vais le reprendre dans celle-là. J'en ai encore besoin. C'est quelqu'un qui va être leader, donc il était déjà leader, donc tu vas continuer, très bien. Il dit, j'avais la grenouille, une grenouille. Alors les grenouilles, dans les êtres de guidance, c'est assez drôle parce que les grenouilles, c'est les seuls êtres qu'on peut voir et qui sont couronnés. Ils ont une couronne. Bon. Et puis après, il y avait un 3e animal totem qui dit, bon non, ça, celui-là, je ne vais pas le réutiliser, je vais prendre un autre. Donc en gros, l'enfant, juste avant de descendre s'incarner, dans les plans intermédiaires de l'astral et du mental, va prendre des guides comme il est au marché, quoi. Il dit, voilà, c'est mon programme, je vais prendre ça, celui-là. Alors, la grenouille, il ne l'avait pas bien prise dans la vie d'avant. Il dit, je vais la reprendre parce que j'ai préféré, comme j'étais chef, j'ai pris le jaguar, tu comprends, c'est mieux. Donc là, maintenant, je vais peut-être reprendre la grenouille. Bon, on va travailler la grenouille. Donc voilà, donc vous avez des surprises comme ça, quand vous aidez une maman et son enfant comme ça, et avec une précision, enfin, alors ça s'est passé de manière harmonieuse, et voilà des exemples de ce qu'on peut faire en fait, quand on est philosophe, au sens de ces écoles anciennes, pour aider à cette maïeutique. Donc aujourd'hui, je reforme des sages-femmes. J'ai même, dans les sages-femmes que j'ai, c'est des formateurs. C'est même pas seulement des sages-femmes de base, c'est des formateurs à un haut niveau en France qui suivent ces formations. En premier, formation qui dure 2 ans pour être passeur d'âme. Il y a le thème du coma et du décès, bien sûr. Il y a le thème de la naissance. Bon, évidemment, ces personnes restent là-dessus, sont spécialisées dans ce domaine. Et puis, il y a le domaine du sens de la vie en général, ce qu'on retrouve forcément quand on est là face à un enfant qui nous dit je suis venu pour ça, je vais après faire tel et tel programme de vie, et ainsi de suite. Donc, formation de 2 ans qui se fait après avoir fait au préalable un travail individuel où chacun, en séance individuelle, va retrouver le lien à sa propre âme, puisque pour être passeur d'âme, il faut déjà être soi-même, arriver jusqu'à la sienne. C'est assez évident ce que je dis là. Donc, c'est une école initiatique.
initiatique, ça veut dire que ce n'est pas une formation que vous trouvez à l'extérieur en disant bah, tiens, je remplis le formulaire. Hein, et ça fait donc c'est la 5e promo de 2 ans que j'ai mis en place. Et sur l'accouchement, on a beaucoup de demandes en France, mais pour une offre réduite à 0, vous le savez, puisque ben voilà, on en est là. Donc mon rôle se limite aujourd'hui petitement à ça, c'est-à-dire de donner les moyens aux femmes de pouvoir être autonomes, pour que quand elles vont aller dans un hôpital, puisque pour l'instant il n'y a pas d'autre choix, ou que quand c'est de l'inopiné, elles puissent se débrouiller. Il y en a plusieurs qui sont arrivés, mince alors. Bon, c'est un inopiné préparé. Hein, préparé. Mince alors. J'en ai beaucoup qui ont eu le mince alors, tellement ils n'ont pas eu le temps de se déplacer. Et le papa formé, et ainsi de suite. Voilà, un peu le... Il me reste combien de temps? Oui, mais j'ai pratiquement terminé, oui. Et justement, et donc c'est pour ça que pour moi, là, j'ai quasiment terminé. Ce que je voulais, c'était faire le tour de... Alors, juste de vérifier juste une petite chose. Donc, ah oui, si un détail important, c'est que toutes ces femmes que j'ai aidées, en fait, comment ça s'est passé initialement? C'est qu'en fait, initialement, elles ont contacté l'âme de leur enfant en séance. Et l'âme de l'enfant en séance, sachez-le, vient 3 mois avant la conception. 3 mois avant la conception. Alors là, je vous pose quelque chose, mesdames, de très important. Je pose une bombe au milieu, là. À quoi sert la contraception? Quand vous demandez à un aborigène d'Australie, pour créer un enfant, il faut papa dans maman, lui rigole. Hein. Il vous dit, bah non, le Nyankari, là, le sage de la tribu, il va chercher Kurumpa, l'âme de l'enfant, il vous l'amène au bas de la colonne, là, et après, ok, il y a papa dans maman, et c'est bon. Mais je valide ça, moi, depuis des années. Ça veut dire que vous pouvez faire salto avant, salto arrière au pic de l'ovulation, il ne se passe rien, quoi. Mais il ne se passe rien s'il n'y a pas prévu d'enfant. Alors je me rappelle dans la formation des jeunes qui étaient très branchés, qui disaient, moi je sais que j'en aurai que 2. Et il y avait des autres femmes, souvent les plus anciennes, qui disaient, oh moi j'ai peur. Alors elles étaient dans le modèle de la contraception. On a dit, vous comprenez, on a libéré les femmes en leur donnant la pilule. Mais je vais vous donner un chiffre de l'INED, un chiffre officiel quand même. L'introduction de la pilule contraceptive n'a aucunement changé le taux des naissances en France. On a libéré qui là-dedans? On vous a rajouté 10 effets négatifs, dont des thromboses. On a libéré qui? Ah oui, j'ai prévenu, je secoue un petit peu. Mais bon, voilà, donc ça c'est préconception. Il fallait quand même que je le précise ça. Et c'est très important parce que les mamans, comme ça, contactent. Des fois, elles n'ont même pas le papa. Elles sont là, elles disent, mais j'ai un enfant qui vient. Alors, ça se passe qu'en discussion quand même. On est OK, on n'est pas OK. Donc j'aide aussi dans les cas d'IVG et de fausse couche. Et là, c'est une vraie révolution parce qu'il n'y a plus de culpabilité possible dans ces cas-là. Ça fait partie du thème. C'est-à-dire que les mamans se rendent compte, quand il y a une fausse couche, et qu'elles disent « mince, alors, j'ai pas réussi à le garder, etc. » L'enfant dit « mais non, t'inquiète pas. » Je ne vous demande pas d'y croire, toujours pareil. « T'inquiète pas. Je venais libérer d'anciennes valises du passé et je vais revenir après. » Ah bon? Et du coup, ça libère quand même un peu la culpabilité, là. Et puis pour les IVG, autre chose, l'enfant lui dit « mais non, t'inquiète pas, j'avais pas prévu de venir, et donc vous n'avez pas prévu de me garder, j'avais pas prévu de venir, mais par contre, j'ai voulu rester accroché à toi par un petit bout de cordon pendant la période qui était suffisamment 6, 8 semaines, etc., pour après garder ce cordon de lumière, et la maman, quand elle est là, elle se rend compte que dans sa voiture, en place arrière, il y a un enfant, mais pas incarné, un enfant comme un guide. Alors c'est souvent des âmes qui viennent parfois d'autres systèmes, alors je ne vous demande pas d'y croire, hein, galactiques et tout, et qui arrivent et qui disent c'est quoi la Terre, c'est quoi cette boîte de jeu? Tiens, viens en place arrière et tu vas voir, on fait le voyage ensemble. Un peu d'humour. Il a tout entendu. Hein. Il a tout entendu. Voilà, j'ai fait le tour et je vais répondre à vos questions parce que c'est ça qui me semble important aussi, c'est que je sois à votre écoute. Là, le problème, c'est qu'il risque de le répéter. Eh bien, c'est le moment. Alors, est-ce qu'il y a une question? Merci. Mais bon, moi, j'ai accouché 3 fois. J'ai accouché 3 fois. 3 fois, j'ai demandé pas de péridurale. Et j'ai allaité 3 fois. Il faut s'imposer. Enfin, après, il faut avoir la prise de conscience, évidemment. Et oui. Vous êtes là pour nous faire comprendre les choses. Et voilà.
C'est juste C'est- ça, hein. Ils ont en fait le Faut- chic pour vous mettre le doigt dans l'engrenage et après, ah ben, on a mis ça, on t'a mis ça, on t'a mis ça. Ah ben maintenant, péridurale. Voilà, mais non. Ma deuxième, Hum. j'avais un staphylocoque. J'avais demandé à avoir un acupuncteur. La gynéco à 4 heures du matin m'a dit non, pas d'acupuncteur. Et elle m'a mis pour accélérer les contractions. Hum. Donc là, j'ai été dépossédée de ma naissance. Mais voilà, je voulais l'acupuncteur. Bon, là, on ne m'a pas écouté. Mais sinon, On n'écoute faut- plus les femmes. il faut On n'écoute dire plus les femmes, son bien sûr. positionnement. Voilà, Eh c'est tout oui. ce que je voulais dire. Mais bravo, hein, bravo, parce que c'est important, hein. On l'a dit non violente, non coopération, mais ça vous demande de vous préparer avant. Il n'y a qu'à 1% des femmes, hein, qui font une préparation à l'accouchement en France, il faut le savoir. Je vous donne le chiffre, hein, officiel, 1%. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Plus près, juste plus Par près. rapport à l'âme de l'enfant, Par rapport à l'âme de l'enfant, oui. on prend contact avant la naissance. Oui, Mais après, moi j'ai appris qu'il faisait des va-et-vient en fait. Est-ce Oui, que vous alors- êtes d'accord avec ça? oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'âme n'est pas complètement installée, hein. Madame a raison de demander, mais l'âme de l'enfant, est-ce qu'elle fait des va-et-vient? La réponse est oui, parce qu'en fait, le canal il est ouvert. C'est un petit peu comme quand vous fabriquez une voiture en concession, dans les usines automobiles. En général, vous la prenez à la fin avec les clés, tout ce qui est dedans, les sièges et tout. Voilà. Donc, il y a, de la même façon, il y a un temps de préparation de tout ça. Et l'âme de l'enfant peut faire ses va-et-vient. D'autant que, pour information, quand elle s'accroche à VG4, Migmen, la porte de la vie, à l'arrière, quand la maman sent que ça tapisse le bas de sa colonne vertébrale, justement 3 mois avant la conception, il y a un ressenti physique, hein, dans le corps, que l'âme de l'enfant est en train de s'installer. Elle va s'ancrer, et là, elle va partir, non pas elle, l'âme, elle vient du Soleil, elle va partir ce coup-ci en périphérie à l'extérieur, en direction de Saturne. Elle va aller jusqu'à Chiron, l'astéroïde Chiron, elle fait l'aller-retour. Et elle va chercher des infos sur Mars, elle va chercher des infos sur Jupiter, sur Saturne, et sur Chiron, elle va chercher toutes les choses qui sont antérieures, reliées aux planètes collectives. Ça, c'est pour s'il y a des astrologues dans la salle, ça va les intéresser. Allô? Oui? Je voulais juste savoir, moi j'ai une amie en fait qui a une fille qui avait des problèmes de développement et on lui a dit que en fait son âme ne voulait pas du tout s'incarner. Parce que pourquoi alors elle s'est incarnée? Enfin voilà. Mm. Et, Alors, au début, vu de loin, c'est ce que je disais hier, la Terre, oh, c'est joli, une petite planète bleue, tout ça. Et puis, il y a parfois des contrats d'âme qui sont un peu plus lourds quand on se rapproche de la copie, quand on dit « Oh, c'est ça mes parents ». Souvent que des fois, en plus, les parents, c'est d'anciens bourreaux victimes dans des histoires passées. On se dit « Oh là là, j'y vais pas très vite ». Donc ça, c'est les premiers cas d'autisme qu'on a eus, on avait souvent ce décalage comme ça où l'âme ne venait pas s'incarner complètement. Aujourd'hui, on a d'autres cas, et Olivier a dû en parler peut-être avant, parce que c'est aussi un des spécialistes, par rapport à l'autisme, puisqu'il a mis en place le Congrès international sur l'autisme. Aujourd'hui, on sait, et c'est Olivier qui nous l'a dit, dans ce colloque mondial, qu'on va avoir bientôt 8 garçons sur 10 autistes et 20% des filles. 8 garçons sur 10 autistes et 20% des filles. Donc l'ancrage dont on parle, dont vous parlez à juste titre, et j'apprécie votre question, c'est central, parce qu'on se prépare à des lendemains un petit peu plus difficiles, surtout si on y rajoute, voilà, vous savez, les vaccins, les machins, tout ça, bref. Voir Jean-Pierre Joseph, conférence de cet après-midi, je crois. Oui, je préfère comme ça. Oui. Est-ce que pour vous, on vient de parler d'autisme, est-ce que pour vous, les enfants TDAH ont aussi un lien? Est-ce que vous avez une explication à fournir? Alors, est-ce que les enfants TDAH ont un lien? Alors, oui. Bon, donc, ces différents troubles dont on parle, que ce soit des troubles autistiques ou TDAH ou toutes ces dénominations, enfants précoces, enfants... Il y a un lien avec le programme d'incarnation. Il s'agit de le faire retrouver. Moi, j'ai des enfants, pardon, c'est même, enfin, des grands-enfants qui ont TDAH, qui ont 45-50 ans, et je les aide à retrouver l'ancrage au quotidien. Il y a quelque chose qui s'est passé en vie fœtale, donc je vous mets sur la piste parce que c'est pareil que ce soit pour les autismes et autres, c'est relié à une dysbiose. Dans tous les cas d'autisme, il y a 100% de dysbiose intestinale. Ça veut dire que la maman, bon ben là, je suis quand même le terrain de la maman, était déjà, en termes de microbiote bactérien, avec un
trop faible nombre de familles de bactéries et pour pouvoir avoir un système immunitaire suffisamment développé. Et ce qui fait que l'enfant en vie fœtale, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui, on nous dit le milieu utérin est stérile. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puisque moi je fais revivre cet aspect de la vie fœtale et on voit toutes les pollutions provenant, un, de la maman et deux, du papa au travers du placenta. Parce que les cellules placentaires, comme vous l'a dit tout à l'heure Olivier Soulier probablement, parce que je connais sa conférence sur l'embryologie, les cellules du placenta sont faites des cellules du papa, du père. Donc en fait, il y a une influence comme ça des deux parents au travers du microbiote qui va intervenir et qui va donc abîmer le système nerveux des enfants en vie fœtale. Mais c'est, pour l'instant, tous ceux que j'ai, ils ont eu à retrouver ça. Ça fait partie comme d'un profil névrotique qui a été le leur, par exemple d'être des écorchés vifs ou d'être des pieuvres dans la vie, hein, ces deux extrêmes. Dans ces deux extrêmes-là, profil écorché vif, profil pieuvre, je pourrais détailler un peu plus demain, là vous avez à chaque fois un problème de microbiote. Ça veut dire que ces personnes, quand elles sont adultes après derrière, ou les enfants qui sont derrière, vous avez un travail à faire au niveau d'un jeune, au niveau d'un suivi, pour aller chercher les émotions qui sont sous ces charges, hein, parce qu'il y a toujours des émotions, on n'en parle pas assez. Dans le travail naturopathique, on parle souvent d'une hygiène alimentaire, mais il y a tout le temps, sous l'aliment, une émotion. Il s'agit d'aller chercher cette émotion qui est dessous. Nous, c'est ce qu'on fait déjà. Hein. Je fais un cycle de conférences là-dessus dans la région de Thonon, avec 10 conférences l'année prochaine, rien que sur les maladies neurodégénératives et autisme et maladies auto-immunes et Lyme et compagnie. C'est aussi un de mes secteurs. Voilà, un créneau. Et si je peux rajouter un petit mot par rapport à Vas-y. ça, d'où le fait que quand il y a des populations, je vais dire, ou un couple à risque pour un enfant futur, d'où le fait de prendre les deux parents. Voilà, pas juste la mère. Oui, c'est très important ce que tu dis là, effectivement. Il y a encore une dernière question, peut-être, oui, parce que je voyais qu'elle était... Voilà. Allez-y. Hein. De toute manière, je serai après disponible pour les dédicaces, comme j'ai fait hier en bas, avec les livres qui restent, parce que j'en avais pas amené assez. Alors bon, on a prévenu la librairie du coin ici, la librairie Attitude, donc en tout cas, ils sont prêts à vous fournir en livres. Oui, non, mais ce n'est pas une question, c'est simplement de témoigner. Oui. Aussi d'avoir fait des accompagnements. Alors comme vous avez parlé de sage-femme, je ne le suis pas, donc je n'ai pas répondu à ça. Oui. Mais pendant une trentaine d'années, j'accompagnais des parents, pas uniquement la maman. Bravo. Et j'ai vu évoluer au cours de toutes ces années la conscience, parce qu'au début, je ne pouvais pas aller, je ne pouvais pas, si vous voulez, faire comprendre à la maman qu'elle pouvait communiquer avec son enfant et qu'il pouvait dire des choses. Oui. Et j'ai vu au fur et à mesure du temps une évolution de la conscience où ça devenait quelque chose de naturel, oui. de pouvoir entendre parler l'enfant à la maman et dire des choses. Oui. Mais encore, je trouve qu'on n'est pas encore suffisamment avancé parce qu'une des dernières patientes femme que j'accompagnais, lorsque je lui ai dit que son enfant... ne voulait pas encore arriver parce il disait ne pas avoir suffisamment, il n'avait pas tous les codes, alors les codes d'incarnation, elle avait du mal à comprendre ça. Donc je pense qu'encore, il y a à faire du travail. Et je peux témoigner aussi qu'effectivement, simplement en parlant à l'enfant, il a pu bouger dans le ventre et changer de position. Et je trouvais ça, oui. Il y a déjà longtemps, oui. Magnifique. Donc voilà, c'était juste témoigner qu'effectivement, cette communication, je l'ai vécu aussi, et donc c'est quelque chose qui est une réalité. Oui, c'est une réalité, et merci de ce témoignage. Et disons que dans l'accompagnement de passeurs d'âme, nous, on fait vraiment tout pour que ce soit la maman qui vive et qui voit ça, puisque comme ça, elle peut se passer complètement de mon décodage ou complètement de... Je n'ai pas à en avoir d'ailleurs. Moi, juste accompagnante, donner la possibilité à la maman qu'elle voit ça, qu'elle trouve ça par elle-même, que le papa aussi voit ça et accompagne par lui-même et qu'ils soient tous les deux en symbiose. Voilà. Que ce soit de la poésie, de l'harmonie et de la beauté. J'aime assister vraiment à ces moments qui sont des accouchements pour tout le monde en fait. Non, mais merci beaucoup, c'était vraiment super. Voilà, et sur le féminin, on prépare avec un certain nombre de mes élèves un ouvrage qui sera sur le féminin sacré dans l'année, dont le premier exemplaire, en gros, est là, ici. Donc voilà, ça,
on prépare cette ouverture à plusieurs et ces élèves sont des femmes. Donc, vous pouvez toujours le retrouver en bas, au pied de l'escalier, au stand de l'association pour les livres, pour pouvoir discuter un petit peu. Je vous propose maintenant d'aller vous restaurer. Et puis, suivra cet après-midi Julie Gerland. Donc là, une grosse pointure aussi au niveau international. Et donc, j'espère que vous serez aussi présents. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, merci.